Bonjour à tous. À 4 ou 5 jours de l'élection présidentielle, on voit se développer la bataille politique sous nos yeux entre, d'une part, les forces de la Macronie et d'autre part, les forces de l'Union populaire, la nouvelle Union populaire sociale et écologique. Et nous pouvons constater que cette nouvelle Union populaire les effraie beaucoup, parce que, sondage après sondage, nous sommes la force qui est montante dans l'opinion, et la Macronie, commence à perdre beaucoup de sa vigueur. Je crois que le fait que le président ait attendu un mois pour trouver le Premier ministre, la Première ministre, montre que les difficultés auxquelles il est en but. Difficultés pour élargir sa base sociale. Le mécontentement est tellement grand et sa détestation personnelle est tellement forte qu'il a du mal à bâtir autour de lui un cercle important de force qui lui permettrait d'agir. Il est en difficulté. Et on l'a vu, le premier tour de l'élection lui donne un score qui est faible, beaucoup plus faible que celui qu'il a eu il y a 5 ans. Ça se réduit. Et le second tour, évidemment, en a été de même, puisque la moitié des gens qui ont voté pour lui l'ont fait pour empêcher Madame Le Pen d'arriver, mais pas par accord avec sa politique. Et ce qui est marrant, ce qui est, qui interroge aujourd'hui, c'est que devant cette difficulté, il refuse le débat politique. Il l'a refusé pour la présidentielle et il l'a refusé pour les législatives. Il a même certainement donné l'ordre aux médias de tout faire pour écraser le débat, pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun intérêt à cette élection. Fort heureusement que Jean-Luc Mélenchon était là pour repolitiser le débat, la campagne politique, remobiliser en tous les cas les gens qui lui ont fait confiance, et qu'il a posé, et qu'il pose tous les jours, des débats sur des questions que le pays a à traiter, mais que le gouvernement ne voulait surtout pas traiter. Et j'en vais en prendre 4 ou 5 exemples. Le premier, c'est évidemment la question du pouvoir d'achat, où il faut maintenant tirer des conclusions devant l'augmentation des prix effrénée. Il faut qu'on tire les conclusions que, quel que soit le gouvernement qui sera le 20 juin, il aura à aborder cette question et à prendre ses responsabilités. Or là, que constatons-nous? Madame Borne ne dit rien, à part des chèques. Ah ça, les chèques, c'est une histoire presque une histoire de corne-cul. Parce que si elle doit donner des chèques chaque fois que les prix vont augmenter, il faut regarder attentivement la chose avec un certain détachement, mais avec beaucoup d'humour, parce qu'il va s'en passer. Imaginons, elle donne un chèque au mois de juin, fin juin, elle donne un chèque à un certain nombre de personnes. Déjà, constatons que tout le monde n'aura pas les chèques. Il y aura ceux qui sont en difficulté, mais on ne sait pas qui c'est, qui vont avoir des chèques, mais les autres n'en auront pas. Alors, je prends un exemple. Si le seuil de pauvreté étant autour de 700 €, 800, alors ceux qui gagnent moins de 800 € auront le chèque,
et ceux qui gagneront 850 € n'auront pas le chèque. Vous voyez là. Alors, il y aura celui qui aura 750 € aura un chèque, celui qui aura 850 € n'aura pas le chèque. On voit déjà les disparités que ça va entraîner. Mais, en plus, on nous promet, parce que on écoute les informations, et tout le monde nous promet qu'en juillet ça va augmenter, qu'en août ça va augmenter, qu'en septembre ça va augmenter, et puis même beaucoup disent que maintenant ça va augmenter sans arrêt, puisqu'on devrait rentrer dans une spirale inflationniste. Alors vous voyez un petit peu le problème qui est posé pour les chèques. Il faudra des chèques à répétition. Alors qu'il y a une mesure beaucoup plus simple que le chèque, qui a plusieurs effets d'ailleurs, c'est le blocage des prix. Vous bloquez le prix. Bon, vous êtes sûr déjà que les prix ne montent plus. Donc, vous enrayez l'inflation. Mais deux, vous avez aussi, par ce système-là, créé les conditions pour que le patronat paye. Parce que le chèque, ça, Madame Borne ne le dit pas, mais le chèque, il est payé par qui? Par vos impôts, par nos impôts. C'est-à-dire que c'est nous qui payons la note. Et pourtant, on est responsable de rien, parce que s'il y a augmentation de l'essence, s'il y a augmentation des prix alimentaires, ce sont les entreprises qui se font du fric avec, pas nous. Et on nous vend les stocks. C'est-à-dire, c'est une spéculation pure et simple, puisqu'on nous vend des choses qui ont été produites avant, on nous les vend aujourd'hui plus cher. C'est tout, c'est ça l'augmentation des prix. Donc, il faut s'en prendre à cette augmentation des prix, et en même temps, il faut s'en prendre à ceux qui se gavent. Il faut donc faire payer les entreprises. Il n'y a que le système du blocage des prix qui peut permettre ça. Et en accompagnant ce système-là, il faut relever massivement les salaires. Parce que si vous voulez avoir du pouvoir d'achat, ça passe par l'augmentation des salaires, pas par la distribution de quelques chèques ici ou là. Il faut l'augmentation des salaires générale. Et il faut les minima sociaux au-dessus du seuil de pauvreté. En tous les cas, pas en dessous du seuil de pauvreté. Mais vous voyez, c'est un changement complet dans notre pays. Parce que la plupart des entreprises payent les salariés souvent, dans beaucoup de branches, en dessous du SMIC, le salaire de départ. Et les minima sociaux, je ne vous raconte pas la pauvreté généralisée dans laquelle on est dans le pays, puisqu'il y a 8 millions de gens en dessous du seuil de pauvreté. C'est donc, il faudrait une mesure de justice sociale énorme. Et c'est ce que nous voulons créer avec l'Union populaire. Il faut donner un nouveau souffle aux salaires, aux minima sociaux, aux retraites. Voilà. Si on veut vraiment garantir du pouvoir d'achat, c'est ça qu'il faut faire et bloquer les prix. Ensuite, il faut ouvrir une conférence sur l'ensemble des grilles salariales et il faut que le patronat mette la main à la poche pour créer des systèmes qui permettent à chacun de pouvoir vivre de son travail décemment. Voilà un petit peu sur cette question du pouvoir d'achat et sur l'augmentation des prix. Mais deuxième problème qui vient, qui est brûlant, c'est la sécheresse. On nous promet un été, nous avons déjà une sécheresse énorme, mais on nous promet un été encore plus sec. Et donc, il va y avoir des problèmes posés directement sur les questions de l'énergie. Puisque les centrales nucléaires, qui soi-disant étaient le moyen de pouvoir donner de l'énergie à volonté, et pas cher, eh bien on va s'apercevoir que non seulement c'est cher, parce que les centrales nucléaires, les unes après les autres, il y en a déjà plus de 17 qui sont arrêtées, et ils prévoient d'en arrêter d'autres au mois de juillet et août. Et pour diverses raisons. C'est parce que le niveau des rivières va baisser, puisqu'il y a sécheresse,
Et ensuite, l'eau va se réchauffer. Donc, on ne pourra pas refroidir les centrales. Donc, on est obligé de les arrêter. Vous voyez un petit peu la contradiction dans laquelle on est. Alors, il faudrait quoi? Développer massivement les énergies renouvelables. Mais là, niet. Ils ont pris aucune mesure pour aller dans ce sens-là. Voilà, encore un débat, et Mélenchon a raison de le poser avec force, parce que c'est des mesures qu'il faudra prendre là, dès cet été. Alors ensuite, on continue. Rentrée scolaire. La rentrée scolaire, c'est dans 2 mois et demi qu'il faut préparer tout. Comment on fait? Il a nommé un ministre de l'Éducation nationale. Vous l'avez entendu? Vous avez entendu ses propositions? Non. Il est muet. Ils ont nommé un ministre muet. Donc, là aussi, il va falloir prendre des dispositions rapides. Comment on va doubler les classes? Comment on va accueillir toute la jeune génération et lui donner l'éducation à laquelle elle a droit? Comment on va ouvrir les portes de l'université? Vous avez vu encore Parcoursup? La sélection maximum. Donc, il faut sortir de ça. Eh bien, là aussi, vous écoutez le gouvernement, rien. Alors, on continue. Problème de la santé. La manifestation qui a eu lieu ces jours-ci, les manifestations qui ont eu lieu, montrent que le problème n'est pas réglé. Le Ségur de la santé, qu'est-ce qui est ressorti du Ségur de la santé? Comme pour le grand débat des Gilets jaunes, rien. Voilà, beaucoup de blabla, beaucoup de discussions, beaucoup de constats, mais aucune solution. Or, comment nous allons faire? Les déserts médicaux se développent tous les jours. Des gens qui partent, les médecins qui partent à la retraite non remplacés. Les lits qui sont supprimés. Les urgences qu'on arrête. Voilà, donc là aussi, il faudra bien qu'on discute de ces problèmes-là. Et qu'on discute, surtout qu'on prenne des décisions. Il faut réintégrer les soignants qui ont été lourdés parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner. Bon, ben aujourd'hui, c'est fini, le vaccin, tout ça. Donc, rembauchons. Mais il faut, si on veut intéresser, si on ne veut pas que les soignants se partent, il faut relever les salaires massivement, il faut des conditions de travail différentes, etc. Tout ça, il y a des propositions qui sont faites par les syndicats, et le gouvernement ne tient nullement compte de tout ça. Et puis, autre problème qui vient d'arriver d'actualité, aujourd'hui, on est incapable en France, la France est incapable d'assurer la sécurité, que ce soit dans les manifestations sportives, que ce soit dans les manifestations revendicatives, ou que ce soit tout simplement dans la rue, puisque maintenant on a des cow-boys qui tirent partout, et qui tuent. Et dans l'impunité totale, ils se retrouvent blanchis. Mais enfin, c'est pas possible. Et là, je trouve que Mélenchon a eu raison de mettre les pieds dans le plat. On ne peut pas assurer, on ne peut pas vivre dans cette situation d'insécurité totale où l'insécurité maintenant elle vient de la police. Quelquefois, pas toujours, heureusement, mais malheureusement trop souvent maintenant. Donc il faut trouver là aussi des solutions. Alors il faut évidemment remettre, il a raison de dire qu'il faut revoir tout ça du sol au plafond, parce qu'effectivement, il y a des manques de moyens, il y a des manques de personnel, il y a la formation qui n'est pas faite, et, ils sont juges et partis, l'IGPN les blanchit à tour de bras. Enfin bon, c'est tout ça, ça va pas. Il faut changer tout ça. Et il faut aujourd'hui une police de sécurité urbaine, une police de proximité, une police qui soit pour protéger les gens, pas pour les inquiéter. Il faut une police vraiment de protection.
Et puis donc, il faut après s'attaquer aux filières, les filières de la drogue, les filières de la prostitution et les filières des armes. Voilà, tout ça, il faut y répondre concrètement. C'est pas là aussi de blablater pendant longtemps. Il faut prendre des mesures. Et on peut les prendre. Mais il faut changer complètement la doctrine de l'emploi des forces dites de l'ordre dans le pays. Et il faut donc en finir avec Darmanin qui couvre tout. Voilà. Et il faut en finir avec des préfets comme l'Allemand qui sont prêts, eux, à tirer sur tout ce qui bouge, sans savoir ni pourquoi ni comment. Voilà. Et le mec qui répond d'ailleurs aux gens, on n'est pas du même camp, comme si il doit y avoir deux camps, le camp des policiers contre le camp de la population. Non. La police doit faire partie de la population et doit être traitée comme tout le monde. Voilà, c'est ces questions-là qu'il faut discuter et apporter des solutions, parce qu'on est obligé de répondre. Hein. C'est du concret. Il faut en finir avec tout ça. Alors qu'on le voit, donc, pouvoir d'achat, environnement, sécheresse, santé, école, police, transport, on pourrait prendre tout, dans tous les... L'agriculture, plus rien ne va. Donc il faut vraiment changer. Et puis j'ai écouté ce matin la radio et j'apprends que sur le plan des mesures prises par les différents gouvernements, les Allemands, les Italiens, etc., eh bien, ils font des choses, par exemple en Allemagne, j'apprends qu'ils aident, le gouvernement aide tels secteurs d'activité quand ça ne va pas, alors que c'est interdit par les Nous, on nous dit c'est interdit, l'Europe interdit d'eux. Et eux, ils font. Voilà. Alors les Polonais le font à leur tour, les Hongrois le font, les Italiens le font, les Portugais le font, les Espagnols le font, et nous, on ne devrait pas bouger. Non, il faut que là aussi, on soit capable de dire non, non, on refuse, on désobéit à l'ordre intimé par la Commission de Bruxelles et par von Leyen, parce que von Leyen, eh bien, elle nous entube bien, voilà. Et donc, il faut qu'on trouve là aussi une riposte, et il faut sortir de ça. Et donc, je crois que dimanche et le dimanche d'après, il faut voter massivement partout pour les candidats de la nouvelle Union populaire, parce que c'est simple, c'est le bulletin de vote où il y a le V de la victoire. Voilà, il faut utiliser ce vote-là pour les chasser tous et mettre en place une nouvelle politique. Je pense que c'est possible, puisque tous les sondages montrent que ça monte partout, puisqu'ils nous disent que maintenant, dans 85%, 90% des circonscriptions, on aura un second tour face à face entre les macronistes et l'Union populaire. Eh bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, un bon bulletin d'Union populaire. Prendre 1h30 pour aller voter, ça coûte rien, juste un peu de temps, et placer son bulletin en disant, ben ce coup-ci, c'est nous qui allons vous emmerder. Paf! Et ils peuvent l'avoir dans le baba. Voilà, je vous invite à ça. Maintenant, je vous souhaite une bonne après-midi et une bonne soirée. Et je vous dis, si vous pensez que ces petites vidéos valent le coup d'être connues, eh bien partagez, si vous le pouvez. Likez aussi, mais bon, faites ce que vous voulez. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis rendez-vous le 19 au soir ou le 20 pour tirer les leçons du premier tour de l'élection, le 12 au soir ou le 13 pour tirer les enseignements du premier tour. Et ensuite, on se reverra pour le second. Voilà. Allez, salut!